particulièrement demandé. Il s'agit en fait de mon bilan un peu sur la fac, la licence d'histoire, etc. Donc il faut savoir que j'étais étudiante donc en licence d'histoire à l'université Picardie-Jules Verne, donc l'université d'Amiens, qui a eu ma licence donc au mois de juin, il y a quelques mois que j'ai terminé, et donc cette année je vais m'inscrire en fait en master MEF pour l'enseignement, donc je vous en parlerai plus tard parce que j'aurai plus de renseignements, que je serai un peu plus au courant de tout. Donc voilà. Pour ce qui est de cette vidéo, je vais un peu vous parler des points que l'on me demande le plus souvent, à savoir que on me demande beaucoup par rapport à mon emploi du temps, les options, les CM, les cours magistraux, les TD, comment ça se passe, etc. Ce que c'est. On me demande aussi souvent par rapport à la prise de notes, etc. Donc je vais en parler un peu. Je vais aussi vous parler des fournitures, puisqu'il y a aussi des livres aussi à prévoir, ce qui est un peu nouveau par rapport au lycée. Je vais un peu vous parler aussi de l'organisation, puisque ça vous êtes beaucoup, mais alors beaucoup de gens à me demander comment ça se passe, comment je fais pour m'organiser, etc. Et ensuite je vais vous parler de la vie étudiante, enfin de la résidence universitaire, et puis avant avec l'organisation, etc. Comment ça se passe pour les exposer, les dossiers, qu'est-ce qu'on fait, etc. Voilà. Donc je ne vais pas trop tarder, je vais commencer tout de suite. Alors pour l'emploi du temps, il faut savoir que pour mes 3 ans d'histoire à la fac, je tournais entre 20 et 25 heures d'histoire, donc ce qui est largement moins que ce que vous pouvez avoir au lycée. Au lycée vous tournez à 30-35 heures si vous faites des options. À la fac d'histoire vous avez à peu près 3 jours et demi vraiment bien tassés de cours en tout. Il faut savoir que vous n'avez pas toujours cours tous les jours, que tous les jours ne sont pas blindés, mais qu'il y a certains jours où vous avez cours tard le soir. Donc moi c'était mon cas. J'avais des cours par exemple, des semestres où je n'avais pas cours le mardi, où je n'avais pas cours le jeudi parfois, où je n'avais pas cours du tout le vendredi, où je terminais parfois ma semaine de cours le mercredi soir. Enfin bref, j'ai eu un peu toutes les sortes d'emplois du temps possibles. J'ai parfois terminé tard le soir, par exemple le mercredi c'est une des journées les plus chargées en général puisque c'est là où vous avez le plus d'heures de cours. Et je terminais parfois jusqu'à 18h30, 19h, ça m'est déjà arrivé pour des cours d'anglais, pour des cours d'options en général. Ce sont plus les options que vous avez tard à 7h. Il m'est arrivé parfois d'avoir, je sais qu'il y avait un cours d'ancienne en 3ème année qui se terminait je crois jusqu'à 18h, etc. Mais en général ce sont plus les options que vous avez tard le soir. Voilà. Ensuite pour les options, donc ce que j'appelle options, elles ne sont pas optionnelles malheureusement, elles sont bien obligatoires. Et ça dépend aussi en fonction du parcours que vous allez choisir en 2ème année. Donc en 1re année, vous ne vous spécialisez pas, vous choisissez un peu les options que vous voulez. Donc je crois qu'il y avait l'histoire, il y avait géographie, il y avait ethnologie, psycho, etc. Enfin il y avait plein de choix, histoire, droit, enfin il y avait plein de choix vraiment. Et lorsqu'on arrive en 2ème année, moi j'ai 4 parcours dans ma fac. J'ai le parcours histoire-géographie que j'ai pris, le parcours histoire approfondie, il y a le parcours professorat des écoles et il y a aussi le parcours histoire de l'art, je crois, non, archéologie. Voilà, ouais, parce que histoire de l'art, je crois qu'il n'y en avait plus beaucoup et puis histoire droit, il n'y en avait plus du tout. Donc voilà. Pour ce qui est des options, donc lorsque vous êtes en histoire, histoire-géographie, vous devez prendre en plus de vos matières fondamentales, une option en histoire et une option en géographie. Donc lorsque vous êtes par exemple en histoire-archéologie, c'était une option d'histoire et une option d'archéologie forcément. En histoire approfondie, c'était 2 options d'histoire. Et puis pour professorat des écoles, c'est un parcours un peu différent. Enfin, je n'ai pas trop de... comment dire, j'ai pas trop d'informations là-dessus parce que je ne me suis pas plus renseignée que ça. Ensuite, pour comment dire, les CM, les TD, etc. ce que c'est. Donc les CM en fait ce sont les cours magistraux, je pense que vous savez, c'est un peu le cliché de la fac. Le prof est assis tout au fond de l'amphi et tous les élèves en fait prennent des notes de ce qu'ils disent. Donc vous n'avez pas intérêt à traîner, il n'est pas trop possible de lui demander de répéter, etc. Donc c'est vrai que c'est à vous de prendre des notes, de vous adapter à son rythme et pas l'inverse. Donc c'est assez compliqué au début. Et pour les TD c'est un peu plus proche puisque en CM on peut être à 100, 200 dans un amphi. Moi c'est ce que j'étais en 1re année, en 2ème année on était beaucoup moins, en 3ème année pardon on était beaucoup moins, on était
80 je crois à tout casser, et à la fin du semestre c'est clair que vous êtes beaucoup, mais alors beaucoup moins de personnes. Après pour les TD c'est vrai que c'est autre chose puisque vous êtes en fait en groupe dispatché d'élèves, à peu près 25, 30, enfin moi c'était à peu près ce genre là. Et pendant ce temps-là, en général c'est 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, ça dépend. Et bien vous faites les élèves passent en exposé chacun à leur tour, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Vous faites des contrôles à l'intérieur, etc. Enfin vous faites la correction aussi des exposés, enfin le prof le fait. Vous abordez des points détaillés, etc. Vous avez vraiment, vous faites un peu de tout. Par exemple au contrôle vous pouvez faire des intros détaillés, vous pouvez faire des plans détaillés. Pour faire des commentaires de texte, etc. Donc vous faites des études de texte principalement en TD. Méthodologie, moi j'en ai eu en première et en deuxième année. Vous apprenez en fait la méthode universitaire pour faire des commentaires de texte, pour faire une dissertation, etc. Comment faire une bonne intro, la méthode de la conclusion, etc. Vous apprenez à bien structurer pour faire vos exposés ensuite par la suite. C'est vrai que c'est plutôt utile la première année lorsque vous arrivez. En deuxième année, c'est beaucoup moins utile. Et je vais vous dire quelque chose clairement, c'est que chaque prof quasiment a, presque chaque prof oui, a sa méthode pour faire un commentaire de texte ou pour faire une dissert. Et donc en troisième année, moi j'étais par exemple quasiment obligée de m'adapter à chaque professeur et quasiment d'apprendre une méthodologie par professeur que j'avais en cours. Et sachant que ça change, etc. Il y a une méthode comme universelle qui reste à peu près la même, mais par exemple en médiéval ils ont une méthodologie assez particulière. Donc voilà. Après c'est à vous de vous adapter, c'est à vous au fur et à mesure, enfin vous allez apprendre. Je pense qu'il ne faut pas surtout s'inquiéter de ça tout de suite. Ensuite pour comment dire, la prise de notes. La prise de notes, moi je l'ai fait à peu près pendant le premier mois pour les CM à la main. Et je peux vous dire que je galérais bien, j'avais pas encore d'ordinateur et j'ai pas pris mon ordinateur tout de suite parce que forcément j'avais pas encore la main pour bien taper vite, etc. Au deuxième semestre de ma première année, c'est vrai que je tapais un peu plus, mais c'est pareil, c'était un peu plus difficile, enfin pour bien tout prendre, etc. Parce que j'avais pas l'habitude d'avoir un ordinateur tout le temps. Et après en deuxième année, en troisième année, enfin vous êtes pas obligé, mais enfin pour moi en tout cas c'était nécessaire de prendre un ordinateur pour prendre mes cours parce que j'arrivais pas du tout à suivre, enfin c'était pas possible de suivre à la main, clairement. Pour moi c'était infaisable. Donc après ça dépend, je ne dis pas que c'est infaisable pour tout le monde, je sais qu'il y a des gens qui arrivent à prendre des notes à la main. Moi personnellement je n'y arrive pas, et puis surtout mon problème c'est que je ne suis pas assez sélective, en fait je prends tout en note, ce qui est aussi un avantage entre guillemets puisque j'ai les cours qui sont quand même assez complets avec beaucoup d'informations, etc. Mais c'est vrai que parfois j'arrive à être en retard. Ce que je vous conseille surtout c'est d'acheter un ordinateur. Alors je sais que c'est un budget malheureusement. Après il y a des netbooks, etc. Il y a des tablettes qui se vendent maintenant dans le commerce et qui sont plutôt pas mal. Mais internet va devenir un peu indispensable pour vous au fur et à mesure. C'est vrai que c'est plutôt pratique si vous n'êtes pas directement à la BU, etc. C'est plutôt pratique de faire des recherches aussi un peu. Et puis comment dire, au niveau des dossiers à rendre, vous allez absolument avoir besoin de votre ordi puisqu'il faut taper en fait. Taper à l'ordi. Pour les exposés aussi, c'est vrai qu'il y a certains professeurs qui préfèrent que ce soit taper à l'ordi, etc. pour rendre. C'est beaucoup plus clair, surtout si vous avez une écriture qui est assez illisible, c'est préférable. Les fournitures, comme je vous disais un indice, c'est vrai que ce serait pas mal nécessaire lorsque vous entrez à la fac. Et sinon il ne faut pas oublier les fournitures un peu papier, crayon, etc. Donc moi j'ai toujours une trousse toujours sur moi avec des stylos 4 couleurs, etc. avec un crayon de bois, des surligneurs, c'est surtout important lorsque vous êtes en révision, enfin même en cours, etc. pour surligner un texte, etc. les passages les plus importants. C'est indispensable je trouve les surligneurs lorsque vous rentrez à la fac, vous en aurez, croyez-moi, vous en aurez beaucoup besoin. J'ai pris aussi ensuite des fiches, donc il y a les fiches perforées avec différentes tailles, etc. C'est plutôt pratique.
Et puis ensuite donc moi je marche avec un carnet et pas un agenda et je vous expliquerai après pourquoi. Sinon moi ce que je fais ce sont donc bloc-notes et trieur et en général je trie le trieur une fois dans le semestre et je les range en fait dans ce genre de gros classeurs etc. Je sais qu'il y en a qui marchent avec des comment dire, des cahiers etc. Après c'est chacun fait comme il veut. Je sais que moi je ne pourrais pas prendre de cahier parce que ça serait trop lourd pour moi en fait. Je vais en résidence universitaire la semaine donc je serai obligée de prendre tous mes cahiers etc. pour toute la semaine et de ramener tous mes cahiers etc. pour rentrer chez moi à la maison etc. pour faire mes devoirs etc. Enfin bref en week-end. Donc ça serait pas possible pour moi de le faire mais je sais qu'il y en a qui le font et ça marche très bien. Donc voilà. Ensuite lorsque vous rentrez à la fac d'histoire c'est un peu obligé de passer par la case livres. Lorsque vous rentrez à chaque semestre vous avez des livres que les profs vont vous demander d'acheter. Donc c'est plutôt pas mal de prévoir un budget livre à chaque semestre, et je dis bien à chaque semestre, pour acheter des livres généraux. S'il vous plaît, ne faites pas la bêtise d'acheter des livres spécialisés. Vos profs vont vous dire oui, ça serait bien d'acheter celui-là, ça serait bien d'acheter celui-là, 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 celui-là. Et vous vous retrouvez avec une liste assez impressionnante de bouquins à acheter. Je vous conseille en général, ils font toujours une bibliographie avec les ouvrages généraux, les ouvrages spécialisés, etc. Vous piochez dans les ouvrages généraux l'indispensable que le prof vous demande, vraiment en général il y en a un ou deux maximum. Et vous achetez celui-là. Vous pouvez l'acheter en occasion, il y a de très bons livres d'occasion à de très bons, comment dire, à de très bons états. Sur Price Minister en général c'est là où je l'achète. J'achète aussi parfois à la Fnac, ça je le faisais avant mais je le fais plus trop d'ailleurs. Et Amazon, mais en général j'achète beaucoup sur Price Minister quand je peux les trouver d'occasion. Voilà. Pour les livres, il y a des collections que les étudiants connaissent à force, enfin c'est obligé. Donc là on a les Que sais-je. La collection Que sais-je c'est une collection qui est beaucoup appréciée par les étudiants parce qu'elle est, comme vous voyez, petite, fine, claire, concise. Il y a tout pour avoir en fait une idée globale de ce que vous allez étudier pendant votre semestre. Mais c'est pas le seul livre que vous devez lire. Ensuite il y a d'autres livres donc de la gamme par exemple Carré Histoire, donc ce sont des livres qui sortent assez pas mal. Donc ça ils sont de Hachette Supérieur édition et ça c'est pareil Hachette Supérieur, donc ça ce sont les HU Histoire qui sont un peu plus gros. Ça c'est pareil, ce sont des livres qui sont plus généreux. Ça c'est un livre neuf qui a coûté quand même 28,50 €. Et ensuite celle-là c'est une étude, celle-là c'est une édition qui est pas mal connue quand même par les étudiants, c'est la Belin Sup. Et donc celui-là c'est un livre que j'avais étudié pour la L1 en moderne. Donc, ensuite je vous conseille d'acheter en facultatif à peu près deux livres qui je pense vous seront utiles. Ce sont c'est une chronologie en fait des rois de France avec leur biographie etc. Depuis les Mérovingiens jusqu'à Louis-Philippe, donc jusqu'au 19e siècle. Tout simplement parce qu'en 3 ans d'histoire vous allez forcément faire de l'histoire de France et vous allez forcément tomber un jour ou l'autre sur des rois de France. Donc c'est plutôt pas mal, en général ça coûte moins de 10 € et c'est un achat qui sera quand même rentabilisé puisque vous allez forcément l'utiliser pendant 3 ans. Et je vous conseille aussi, ça c'est encore plus facultatif, c'est vraiment comme vous voyez et c'est pas forcément indispensable, c'est un atlas historique. Ça c'est un atlas qu'on m'a demandé d'acheter en première année pour, c'était l'Europe je crois, enfin l'Europe au 16e, et c'est plutôt pas mal en fait d'avoir une carte, des cartes d'histoire en fait au fur et à mesure, des cartes et des planisphères de l'Europe et du monde au fil des années, donc de l'ancienne jusqu'à la contemporaine. Donc il y a des cartes jusqu'en 1900 passé 14, 2004, voilà. Donc ça permet d'avoir un ensemble de vues de la France, de l'Europe, des mouvements de frontières, etc. Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Et puis de toute façon vous allez forcément avoir peut-être des villes à apprendre. Moi, pour l'organisation, je vous avais parlé d'un carnet. Donc moi le carnet c'est un peu mon atout fétiche que j'aime beaucoup. Peut-être que certaines
marcheront mieux avec un agenda ou alors un semainier. Je pense qu'un semainier, je crois que ça se dit comme ça, c'est plutôt pas mal aussi, tout simplement parce que ça vous permet d'avoir un aperçu entier de votre semestre. Ce que je vous conseille de faire en général, c'est de faire une liste chronologique de tous vos exposés, de tous vos contrôles, des fiches de lecture à rendre, des fiches, etc. Des contrôles, enfin bref, de tout ce que vous avez à faire, des dossiers à rendre, et vous le notez chronologiquement, comme ça vous avez un aperçu global de tout ce que vous avez à faire pendant le semestre. Ça vous permet de vous organiser pour travailler, etc. Vous dire quoi faire, comment faire, à quel jour le faire, etc. Enfin bref. Ensuite je note par exemple si le prof de télé a d'une semaine à l'autre des spécificités particulières à nous dire, etc. pour préparer un TD, je note là-dedans, je note les adresses mail si jamais il faut envoyer un mail, et je note aussi, surtout très important, les emplois du temps de travail, entre guillemets, ce que j'appelle, par semaine. C'est-à-dire que, donc voilà, par exemple je prends une demi-page, je vais prendre la page pour écrire tous les jours de la semaine, donc je fais pas forcément un emploi du temps, faut pas non plus abuser, j'écris par exemple lundi, mardi, etc. jusqu'à dimanche, et j'écris tous les jours de la semaine ce que je voudrais faire pendant ces jours-là comme travail. C'est vrai que c'est une organisation assez carrée et méthodique, ça ne va peut-être pas plaire à tout le monde, c'est peut-être un peu trop scolaire pour certains, mais en tout cas pour moi ça marche, ça me permet de ne pas trop m'éparpiller et de faire à peu près le bon travail en temps et en heure. Je ne dis pas que je fais tout ce qui est marqué dedans. Parfois je surcharge un peu volontairement pour me dire comme ça j'ai bien bossé pendant cette semaine là, etc. Et ça m'arrive comme ça de pouvoir prendre une ou deux journées où je ne ferai rien, et puis comme ça je pourrais un peu me reposer, en sachant que chaque soir, en tout cas lorsque j'ai des CM, je rentre le soir et je corrige mes CM, je corrige les fautes, je les mets en page, c'est à dire que je mets des couleurs, etc. je surligne les titres, etc. Je mets tout en page, comme ça je les relis déjà un peu. Et en plus ça me permet quand même de tenir au fur et à mesure mes cours, que j'imprime assez régulièrement, comme ça je ne suis pas débordée à la fin du semestre à tout corriger, tout imprimer, et c'est un peu le casse-noisette, etc. Comme ça me permet aussi de relire mes cours de temps en temps. Je ne le fais pas tout le temps, mais c'est vrai qu'une fois de temps en temps c'est bien de le faire, peut-être de le faire au moins avant les contrôles, c'est un peu logique, mais aussi de le faire de temps en temps, même que lorsque vous n'avez pas de contrôle. Ça vous permet de poser des questions au professeur, ça vous permet de comprendre des choses que vous n'avez peut-être pas compris en CM et de revenir là-dessus, ou alors de compléter avec un livre, etc. De vous renseigner dessus, c'est vrai que c'est plutôt pratique. Donc voilà, pour l'organisation. Au niveau des exposés et des dossiers, on m'a beaucoup posé de questions sur les dossiers, comment ça se passe, etc. Pour les dossiers, je ne peux pas être plus précise que je vais vous dire. C'est à la volonté du professeur, c'est-à-dire que par rapport à votre intitulé de cours, qui ma foi sont très divers, le prof va vous donner un sujet, enfin un dossier à faire avec un sujet particulier. Il peut vous laisser le choix, par exemple il y en a ils vous disent pas plus de 15, il y en a ils vous disent bon maxi 30. Vraiment c'est à votre appréciation. En attendant, il faut toujours soigner la page de présentation, puisque c'est votre page où vous allez rendre la première impression de votre prof. Soigner la conclusion, insérer des documents, des images, etc. Et puis surtout la bibliographie, c'est soigner la bibliographie. Ensuite pour les partiels, moi j'ai 2 fois les partiels par an, c'est-à-dire que je les ai au mois de janvier, pendant la première quinzaine de janvier, et je les ai aussi au mois de mai, donc après au mois de mai ça dépend, et j'ai les résultats au mois de février pour la première session et les résultats de la deuxième session pour le mois de juin, début du mois de juin. Et ensuite les rattrapages se situent tous au mois de juin, il n'y a pas de rattrapage entre eux, on passe directement en cours en fait de janvier à février. Et donc pendant le mois de juin, vous avez 2 rattrapages pour la première session et la deuxième session. Il y a les compensations qui existent, etc. Les compensations entre matières. Vraiment, c'est assez faisable d'avoir son année si on bosse correctement, c'est à peu près faisable. Donc voilà. Ensuite, pour les résultats, donc les résultats ne soyez pas pressés, surtout pour les avoir à la fac, c'est super long. L'organisation aussi, je voulais vous donner quelques conseils pour les fiches, etc.
Les fiches, je vous conseille surtout de faire des frises chronologiques si vous avez comment dire, un semestre qui va être assez chronologique avec des batailles etc. Enfin bref, les événements. Faites une frise pour vous ordonner un peu dans tout votre semestre et voir la progression. Faites aussi des fiches sur les auteurs. Alors les auteurs romains et les auteurs grecs, vous n'allez pas y rééchapper. Je les ai étudiés en deuxième année, je les ai étudiés en troisième année. Enfin j'ai eu des partiels sur certains, comment dire, certains auteurs que l'on avait vus en deuxième année. Faites aussi des fiches sur les personnages principaux de votre semestre. S'il y en a, faites-les au cas où. Si un prof insiste beaucoup sur un personnage, et ben, n'hésitez pas à le faire. Même si ça tombe pas en partiel, c'est toujours bon à faire quand même. Et ensuite, faites aussi des fiches sur des thématiques. Si vous avez un semestre qui est beaucoup plus thématique, etc. C'est vrai que ça sera beaucoup plus pratique. J'ai fait des fiches sur un peu n'importe quoi, sur l'agriculture au 19e siècle, sur l'industrie au 19e siècle, sur n'importe quoi, sur les échanges politiques, enfin vraiment sur Paris, etc., au 19e, etc. Donc là c'est surtout pour mes cours de première année, mais on a des fiches un peu n'importe à faire. Donc voilà. Par contre, je ne vous incite pas non plus à faire des fiches, des fiches, des fiches, des fiches. Il ne faut pas tomber non plus dans l'excès inverse. De suivre à la lettre les conseils des profs qui nous disent qu'il faudrait lire tous les livres, qu'il faudrait ficher tous les livres qu'on a lus, qu'il faudrait aussi réviser à partir d'un mois avant les partiels. C'est pas possible, franchement c'est pas possible, j'ai jamais fait un mois avant les partiels. Bien sûr je bousille mes vacances de Noël et puis mes vacances d'avril, malheureusement, mais c'est pas possible de réviser avant. Tout simplement parce qu'on a tous les dossiers à rendre, tous les exposés, etc. Beaucoup prennent des exposés en fin de semestre. Il y a les dossiers, les contrôles, etc. pour les notes de fin de semestre qui vont tomber à la fin, au moment où vous allez réviser. Donc c'est pas possible de pouvoir tout gérer. Donc assurez déjà tous vos contrôles avant et révisez ensuite déjà. Si vous avez déjà révisé un peu, il y a des choses qui seront rentrées. Ensuite pour la vie étudiante et la résidence universitaire, et cette vidéo est enfin terminée. Pour la vie étudiante, j'ai une amie youtubeuse, donc Natacha, si tu passes par derrière je te fais un petit coucou, qui a fait quelques vidéos un peu humoristiques sur les choix de la fac, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos, et qui résume assez bien la vie étudiante. C'est un casse-tête au niveau de l'administration, ça c'est super chiant. Après au niveau des fêtes étudiantes etc, donc il y en a pas mal, il y a les soirées d'un thé qui sont au début du mois de septembre, octobre, souvent en général début du mois d'octobre. C'est plutôt pas mal. Après c'est pareil, il y a les fêtes aussi pour les résidences universitaires qui sont après un mois, début du mois d'octobre aussi. Et moi je sais que par exemple je suis allée à un gala qui a été organisé par mon association étudiante de l'histoire. Et c'était au mois de janvier, en deuxième année, et c'est vrai que c'était plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas, pourquoi pas, à sortir de temps en temps. Je sais que moi c'est pareil, ils font les ciné à la fac de temps en temps, ils font des soirées où ils diffusent un film dans un amphi, un grand amphi. Donc c'est plutôt pas mal. Après ne vous sentez pas obligé, si vous n'avez pas envie de faire les soirées d'intégration, de les faire. Moi je vous le dis clairement, j'en ai jamais fait et j'en ai jamais éprouvé le besoin. Je me suis toujours fait des connaissances etc. Il y a toujours des gens aussi qui ne vous aiment pas forcément. Mais j'ai pas eu besoin de ça pour parler aux gens. Il suffit vraiment d'être assez ouvert. Pour les gens timides c'est vrai que c'est assez difficile. Mais vous allez grandir entre guillemets, évoluer avec des personnes pendant 3 ans à peu près. Vous allez forcément finir par les connaître en dernière année. Vous avez un groupe de TD pendant un semestre qui bouge etc. au fil des ans. Mais ça peut vous aider déjà à créer un peu des liens. Et puis il y a aussi les liens de tutorat entre guillemets, puisque quand on commence en L1, on a un groupe de tutorat avec un tuteur etc. Et c'est déjà un premier noyau. Après vous avez le noyau genre TD etc. Vous avez déjà des amis etc. Et ne vous inquiétez pas pour l'intégration. Ça va arriver au fur et à mesure. Les premières semaines sont assez difficiles parce que vous avez l'emploi du temps, vous avez des nouveaux profs, vous avez un nouvel environnement. C'est vrai que c'est assez déstabilisant, mais ça vient au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Vous avez aussi à partir du second semestre de votre L1, vous allez voir, les gens vont venir vers vous, vous parler, c'est pas
pas du tout la même ambiance qu'au lycée. Au lycée il y a beaucoup de groupes, je dis pas qu'à la fac il n'y en a pas, mais les gens vont aller voir les uns vers les autres, enfin on va parler etc. Rien que pour avoir des infos pour un semestre, pour une classe, pour un cours. Voilà, enfin il faut pas hésiter à aller voir sur derrière, à côté des autres etc. Et puis c'est vrai que ça ne peut être que bénéfique pour vous. Pour les résidences universitaires, et après cette vidéo est définitivement terminée, je suis dans une résidence universitaire depuis 3 ans. Et c'est vrai qu'il faut pas mal de tolérance entre guillemets, je trouve, puisque il y a des gens qui vont chahuter jusqu'à 1h du matin, donc lorsque vous avez cours le lendemain, que vous vous levez à 7h30 etc. C'est un peu chaud, moi j'ai besoin de mes heures de sommeil, mais il faut pas hésiter à être tolérant, à être gentil, à demander les choses. Par exemple si vous avez besoin de moins de bruit, si vous avez besoin que quelqu'un baisse la musique, n'hésitez pas à aller les voir et à aller leur demander gentiment. C'est vrai que ça leur fait plus plaisir que de téléphoner directement au veilleur. En tout cas c'est ce que moi je fais. J'ai pas envie d'avoir des problèmes avec mes voisins, donc je vais les voir et je leur demande gentiment et ils acceptent. Il n'y a pas de non plus de timidité à avoir. C'est vrai qu'il y a aussi une certaine solidarité, enfin une certaine gentillesse etc. Voilà, après je peux pas non plus, c'est un autre type de vie etc. et c'est plutôt pas mal. Par contre les chambres universitaires, moi j'ai une chambre qui fait 9 mètres carrés, c'est assez petit, c'est super déprimant. Donc voilà, je préfère vous prévenir, mais en général, enfin moi j'ai toujours mon ordi pour être connecté à internet. J'ai aussi une télé pour regarder la télé le soir. Parce que c'est quand même assez pesant, c'est chiant. Lorsqu'on fait les révisions de partiels etc. dans une chambre étudiante de 9 mètres carrés, on devient vite fou. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de la faire un peu complète. Je pense que j'ai oublié des choses. N'hésitez pas en tout cas à me poser des questions là-dessus. Et puis moi jusqu'à la prochaine vidéo, et bien, je vous fais de gros bisous. Vous pouvez toujours en tout cas me retrouver sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et Twitter. Et donc voilà, moi je vous dis à bientôt. Bisous.